D'ailleurs, comment louper que ce soit une conclusion, puisqu'elle commence par pour conclure. Alors, je le dis aux étudiantes et aux étudiants, enfin, soyons sérieux, on arrive à la conclusion, on sait qu'on va conclure, ça sert à rien de nous dire qu'on va conclure. Lorsque vous mangez, vous ne dites pas je vais prendre ma fourchette et je vais la porter à la bouche. Une copie qui véritablement enverrait trop de signaux négatifs s'expose au risque d'être survolée et pas complètement corrigée. Salut Frédéric. Salut Vichy. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, assez intéressant je pense. Tu es donc concepteur et correcteur à HEC Audencia en voie ECG et en voie ECT. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de te faire découvrir une copie en direct, sous un format assez rapide, 10-15 minutes, pour voir un peu tes premières impressions, pour rebondir un peu sur la dernière vidéo Ultime Conseil d'un concepteur, et voir globalement comment ça se passe de ton côté quand tu découvres une copie. Donc, je te laisse confirmer que tu n'as pas vu cette copie avant. Alors, je vais découvrir les choses. Bon, donc, on se met en situation. Allez, exactement comme au concours, avec cette seule différence qu'au concours, je rappelle, les copies sont numérisées, mais là, c'est quand même plus agréable de l'avoir sous les yeux. Alors, à toutes fins utiles, le sujet, c'est la force de juger. Voilà, petit écho à la force de la parole qui est tombée à l'ESSEC en 2017. Voilà, donc la force de juger, un sujet dont la formulation est assez classique finalement, avec le fameux de, et le génitif, subjectif ou objectif, enfin ils savent tout cela. Donc bon, on ne va pas faire l'analyse du sujet, on est d'accord. On se met juste en situation. Voilà, exactement. Là, imaginons, tu viens de recevoir cette copie. Ouais. Allez, t'es de bonne humeur, c'est la première copie que tu vas lire. Voilà, j'espère que je serai de bonne humeur après. Alors d'abord, je regarde le volume. Parce qu'il se trouve quand même qu'il y a certaines copies le jour du concours qui n'excèdent pas les 2 ou 3 pages. Autant dire que là, c'est vite fait. On ne va pas se mentir, c'est vite fait. Voilà. Donc, ce sera de toute façon moins de 5. Après, on essaiera de voir si on met 2, 3 ou 4. Quoi. Mais ni plus ni moins. Et à contrario, une copie par exemple qui monte à 14-15 pages, est-ce que aussi ça peut être rédhibitoire ? Alors, la copie qui monterait à 14-15 pages en 4 heures, alors là... Ouais. Là, vraiment, il y a 2 options. Hein. Une tendinite. Soit... oui, alors sans doute à la sortie de l'épreuve, ça doit faire vraiment mal aux mains. Non, il y a 2 hypothèses. La personne est brillantissime et a un sens de la dissertation qui lui permet de rédiger facilement, maîtrise, etc. Bon, le cas est rarissime. La deuxième hypothèse, c'est que quelqu'un a confondu la dissertation avec une espèce de délayage de sauce, où on va prendre un truc et puis, comme dans la représentation de certaines personnes qui n'ont jamais fait de dissertation, s'imaginent que disserter, c'est blablater, c'est remplir des lignes, etc. On peut dire tout et n'importe quoi, et on réussit à faire 14-15 pages de n'importe quoi, la quantité n'ayant jamais fait la qualité. On peut très bien se retrouver aussi avec une très mauvaise note. Donc, ne pas croire que si la copie est longue, ce sera vraiment très très bien. En réalité, le format classique d'une copie, c'est entre 6 et 8 pages. En général, c'est plutôt 8 pages, si on veut quelque chose d'un peu solide. Alors, je regarde juste, puisque c'est numéroté, et il y a 8 pages. Voilà, donc on est dans voilà, c'est bien. On est dans un format relativement classique. Alors maintenant, si je suis jury, je fais quoi ? Exactement, d'ailleurs, comme pendant l'année. Je vais regarder 2 choses d'abord, l'introduction et la conclusion. Donc, on regarde l'introduction, qui est une introduction relativement nourrie, parce qu'elle fait 1 page et demie, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez conséquent. Je vois juste à l'entrée, dans le jugement dernier de Michel-Ange, bon, c'est une entrée en matière un peu basique. Hein. Il n'y a pas vraiment de mise en scène. Je rappelle que l'introduction, c'est le moment de la rencontre et qu'il doit être un peu déterminant. Il faut un peu avoir préparé son effet et reprendre ce que les latins ne cessent d'appeler la captatio benevolentiae, c'est-à-dire la captation de la bienveillance. Pour cela, il faut quelques petits effets quand même. Donc, il faut un peu ménager la surprise. Il ne faut pas oublier que sa copie, ce n'est pas la seule de la journée. Elle aura été précédée peut-être de 5 ou 6 autres copies. Elle sera suivie par d'autres copies. Et donc, si l'on veut marquer un peu l'esprit du correcteur ou de la correctrice, sans doute faut-il se dire qu'une petite mise en scène, alors sans trop d'effets, d'esbrouf non plus, hein, voilà, mais est peut-être nécessaire. Dans le jugement dernier de Michel-Ange, il y a une référence, ok.
Disons que c'est un peu plat. Disons que voilà, l'accroche est là pour accrocher justement le correcteur. Et c'est Bon, vrai que voilà. sur une vingtaine de copies, on pourrait retrouver cette référence. plusieurs Exactement, dans je sais pas quoi. fois. Voilà, et puis dans- bon. Donc, alors, une introduction qui se compose de 2 paragraphes. Il y a un premier paragraphe qui doit sans doute évoquer le jugement dernier de Michel-Ange. Et puis ensuite, on a un ensemble où on voit assez rapidement des points d'interrogation. En tout cas, on en voit un pour terminer. Bon, on verra un peu plus tard ce que cela donne. Mais une introduction, en tout cas, qui semble fournie. dense. Quant à la conclusion... Alors, la conclusion, en revanche, fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Là, pour le coup, on est vraiment dans une extrême réduction. Alors, on ne va pas dire, il y a une conclusion. D'ailleurs, comment louper que ce soit une conclusion, puisqu'elle commence par pour conclure. Alors, je le dis aux étudiantes et aux étudiants, enfin, soyons sérieux, on arrive à la conclusion, on sait qu'on va conclure, ça ne sert à rien de nous dire qu'on va conclure. Lorsque vous mangez, vous ne dites pas, je vais prendre ma fourchette et je vais la porter à la bouche, et ensuite, vous goûtez ce qu'il y a à goûter. Vous faites, quand vous voulez conclure, vous concluez, quoi. Et puis, ne dites pas pour conclure. Et c'est vrai qu'on devrait aussi faire attention par moment aux faux connecteurs logiques. On voit beaucoup de tout d'abord, ensuite, enfin, de plus, par ailleurs. Je ne sais pas si c'est le cas de cette copie-là. On va voir ça, mais alors je me permets juste de corriger ton propos, parce que de faux connecteurs logiques, c'est pas corriger ton propos, en fait, c'est aller dans ton sens. Mais je voudrais insister, c'est tout sauf des connecteurs logiques. Exactement. C'est tout sauf des connecteurs logiques. Quand on a d'abord, ensuite, enfin, on a le minimum syndical, mais qui ne dit rien de la logique. On a une chronologie. À la limite, on a une recette pour le dérouler, pour qu'en 20 minutes, on ait réussi à faire le truc avec première étape, deuxième étape, troisième étape. Ça remplace en réalité le ABC. C'est exactement ça. Enfin, c'est ABC. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Horrible. Et d'ailleurs, je le rappelle, si c'est le moment de le rappeler, je le rappelle, il y aura pour toutes les dissertations cette année, une indication qui sera faite, qui aura une tournure un peu différente à écrit comme entre ESSEC et DEC et puis HEC-EM Lyon. Mais c'est exactement la même chose. Lisibilité, maîtrise de la langue et pas de 1, 2, 3... petit A, petit B, petit C, etc. Donc pas d'indication de plan qui ne soit pas rédactionnel. Bien sûr. Et éviter aussi du coup les chapeaux introductifs qui mentionnent les ABC, etc. Ah oui, mais ça c'est... On a très souvent vu ça. Ça c'est pareil. Alors, certains, je le vois bien, réagissent à ce type d'annonce en disant... Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas On va inverser la question. Pourquoi le faire ? Pourquoi ? Nous ne sommes pas incompétents si la chose est bien faite, parce que oui, on est en culture G, on n'est pas dans une autre matière, que dans d'autres matières, ils le fassent, ils l'acceptent, voire l'encouragent, je ne sais pas. Ça les regarde. Ouais. Mais dans la dissertation, l'idée étant que la pensée avance, au fur et à mesure que l'on écrit, même si on a une idée du chemin par lequel on va passer, cela avance. On n'a pas à nous donner à l'avance les étapes, sans quoi on n'a pas du tout envie de lire la suite. Ce serait se tromper dans l'esprit de ce qu'est la dissertation. Ça voudrait dire que finalement, corriger une dissertation, ça consisterait à valider les connaissances qu'il y a à l'intérieur de chaque paragraphe, sachant que le plan, on a donné le squelette, le squelette suffirait. Et que le reste, c'est pour voir si c'est bien charnu, si c'est bien musclé, etc. Non, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que la pensée avance, elle se fait au fur et à mesure qu'elle s'écrit. De la même façon que la pensée naît dans la bouche chez les surréalistes, eh bien, la pensée également se tisse sous les mots que l'on écrit. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas à indiquer 1, 2, 3, dans un souci d'esprit de finesse, tout simplement. Si certains ne veulent pas être fins, ça les regarde. Nous, on veut de la finesse. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. On ne veut plus de cela parce que ce sera sanctionné par un barème. Exact. Et ça permet de garder aussi la linéarité, même au fur et à mesure d'avancer dans la pensée. Et puis, encore une fois,
on a 19 ans, 20 ans, 21 ans, que sais-je, enfin peu importe l'âge d'ailleurs, on s'est entraîné pendant 2 ou 3 ans, on a aussi appris à faire autre chose que ce qu'on faisait au lycée, c'est-à-dire on a appris à avoir un savoir-faire, on a appris à manier sa plume, on a appris à avoir un style, une expression, donc je le répète, un esprit de géométrie, oui évidemment dans la construction du plan, mais un esprit de finesse dans la rédaction, c'est ce que l'on souhaite, alors parce que c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que les étudiants doivent faire. Et justement, à proprement parler, si on regarde la copie, on retrouve, dans ces cas-là, au début des sous-parties, on retrouve ces faux connecteurs logiques, c'est-à-dire les tout d'abord, ensuite, enfin. Ah bah oui, mais alors voilà, première partie. Voilà. Alors, un correcteur, une correctrice va être attentif à l'introduction, à la conclusion, pour voir si c'est un peu solide, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent ici. Bien sûr. Va être tout particulièrement attentif également à la première partie, parce que la première partie, c'est souvent celle qui n'est pas la plus compliquée à faire, mais précisément, si elle est mal faite, alors que ce n'est pas la plus compliquée, il y a tout à craindre pour la suite. Tandis que quand c'est bien fait, bon, bah on se dit, ok, ça va peut-être pouvoir aller un tout petit peu plus vite sur la suite. Alors là, je regarde. Alors, premier paragraphe, déjà, on n'a pas de titre souligné. Pas de titre souligné. Alors, c'est mal barré. Hein. Ouais. Alors, ça commence par, dans un premier temps, à titre correcteur, je commence à me crisper. Ensuite, je regarde le premier paragraphe. Il n'y a pas de titre souligné. Je vois une chose soulignée, c'est la doxa. Alors, je ne sais pas pourquoi on me souligne la doxa. Je ne connais pas d'œuvre qui s'appelle doxa. Peut-être, hein, je n'ai pas tout lu. Mais enfin, il n'y a donc pas d'œuvre. Alors, je vois bien un Platon, mais je m'en fiche. Platon, il a écrit beaucoup de dialogues. Donc, on ne sait pas sur quoi on va s'appuyer. Si on ne sait pas sur quoi on s'appuie, bah, on s'appuie sur rien, en fait. Un nom, ça ne suffit pas. On risque d'avoir un truc qui va se condenser vaguement. Puis le paragraphe est relativement court. Exactement. Et on retombe sur ce qu'on se disait sur la vidéo précédente des ultimes conseils. Encore une fois, c'est important aussi d'être précis, d'être conceptuel et d'être aussi dans la contextualisation. Oui. Dire juste Platon, bah, il a beaucoup rédigé, comme tu disais, et dans quelle œuvre, à quel moment, dans quel contexte, ça joue aussi beaucoup. C'est ce que nous explique Platon. Voilà. Il montre que... Bon. S'il nous l'explique, c'est bon alors. Oui. Et puis surtout, il montre que... c'est pas Platon qui nous montre que. C'est nous qui devons montrer à notre lecteur, notre correcteur, que nous avons compris ce que pense Platon. Platon, il pense, ne montre pas. C'est nous qui devons mettre en lumière, par notre lecture, ce que pense Platon. Donc Platon ne montre pas. C'est nous qui devons montrer. Donc là, il y a un problème. Alors, ensuite, en outre. Bah, en outre, ça veut dire plus. Donc ça veut dire qu'on est dans le cumul. Et si on est dans le cumul, on n'est pas dans l'articulation logique. Je répète, penser, c'est penser par implication. Donc une hypothèse amène une autre hypothèse, qui amène une autre hypothèse, mais pas en cumul, par implication. Exact. Pourquoi est-ce que l'argument 1 amène nécessairement à se questionner en argument 2, qui amènera nécessairement à se questionner en argument 3. Et le tout qui valide l'idée de la grande partie dans laquelle on est. C'est très important si on peut substituer l'idée, on va dire l'hypothèse, parlons d'hypothèse plutôt, de la sous-partie par une énumération, c'est-à-dire par des tirets. Généralement, c'est très mauvais signe. Et si on peut faire 3 tirets pour résumer, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On est dans l'énumération pure et dure, et là... Rien. Mais non, ça ne peut pas fonctionner. Là, pour le coup, on parlait de recettes. Là, on n'a plus que les ingrédients. Alors vraiment, c'est retour au degré zéro de la pensée. Alors, je regarde dans ce deuxième paragraphe une œuvre, critique de la faculté de juger, mais je remarque immédiatement qu'on est à la limite de la seconde partie du paragraphe, c'est-à-dire qu'après avoir donné le titre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Ça veut dire qu'il y a peu de chances que critique de la faculté de juger, et on ne sait même pas dans quelle partie de critique de la faculté de juger, on ne sait, en fait, il y a toutes les chances pour qu'on ait une espèce de petite synthèse. Une allusion. Ouais. Plus une allusion qu'une analyse d'un passage dans critique de la faculté de juger. Donc le conseil, c'est que si on veut utiliser une œuvre,
et quand je dis si on veut, en réalité, on n'a pas vraiment le choix. Donc, quand on utilise l'œuvre, il vaut mieux, c'est le conseil que je donne, que l'œuvre apparaisse dans le premier quart, voire le premier tiers du paragraphe, qui montrera que ensuite, l'analyse de l'argument, à la faveur de l'exemple sur lequel on s'appuie, va pouvoir se développer en étant extrêmement précis. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit généralement, c'est qu'il y a l'hypothèse qu'on va chercher à confirmer à l'aide du paragraphe, et souvent ça se fait en 3 étapes, une étape de réflexion, puis un majeur, puis un mineur, et le tout dialogue de façon à valider l'hypothèse qui en fait une idée formelle sur laquelle on peut s'appuyer pour le paragraphe d'après. Ben, c'est exactement cela. Et le paragraphe d'après commence par un « enfin ». Alors, je crois qu'on a le combo. Dans un premier temps, en outre, enfin. On aurait pu avoir dans un premier temps, ensuite, enfin. C'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui soit logique. Et je remarque aussi, je dis juste un « enfin ». Pour que juger soit une véritable force, il faut que le jugement soit formulé dans l'espace public et ne doit, au lieu de ne doivent, mais enfin, pas être un simple jugement privé. Alors, une remarque. Un argument trop long, c'est un argument qui perd de sa saveur parce que ça veut dire qu'il se dilue soit dans trop de mots, soit dans un ajout d'autres notions qui viennent brouiller le pourquoi de l'argument. Donc, plus un argument va être concis, mieux ce sera. De ce point de vue-là, je disais que des copies beaucoup trop longues, c'était souvent une incompréhension de ce qu'était la dissertation. La dissertation mêle en réalité deux compétences. La compétence de la connaissance et de l'argumentation, c'est-à-dire de l'architecture d'une pensée solide qui avance, mais également, vu le nombre d'œuvres, le nombre de mois que l'on a passé sur le sujet, un certain sens du résumé ou de la synthèse. Il faut mettre en œuvre cette capacité très classique finalement dans l'écriture de savoir dire le plus en écrivant, entre guillemets, le moins. Bon, le moins, ça ne veut pas dire non plus trop peu de pages, on est bien d'accord, parce qu'on ne peut pas, pour véritablement penser, mettre trop peu de pages. Mais il faut adopter cette espèce d'esthétique classique qui consiste à condenser son expression dans une simplicité, une limpidité d'expression, mais qui disent, parce que précisément on maîtrise sa langue, un maximum de choses. Là, j'ai quand même peur qu'en 6 lignes, il n'y ait pas grand-chose à dire sur l'œuvre. Quant au troisième paragraphe, troisième argument qui commence par un « enfin » et qui a un argument un peu trop long, eh bien, à nouveau, je ne retrouve aucune œuvre soulignée. Voilà, donc le bilan, sans avoir lu véritablement le contenu, la première impression que j'ai, c'est on a une première partie qui est censée un peu montrer ce que l'on sait faire pour rassurer le lecteur. On a une accumulation, on a une œuvre qui est utilisée et soulignée dans la seconde partie du deuxième paragraphe, et c'est tout. Donc, on n'est pas dans les clous. C'est ça. Donc ici, justement, l'objectif, encore une fois, c'est de faire une lecture active, disons vraiment très rapide, mais déjà ça montre que sur la forme, il peut y avoir des points bloquants, des choses qui peuvent déranger. Absolument. Ça veut dire ensuite que la lecture confirme ou non. Alors on verra ce que la lecture confirme, mais je vais aller jusqu'au bout de la démarche, et puis après on regardera si tu veux une partie, jusqu'au bout de la démarche. Donc on a une troisième partie, pas d'œuvre. C'est pas très engageant. On n'a aucun intérêt à faire quelque chose qui ne soit pas engageant pour le correcteur. Ensuite, on a ce qui ressemble à une transition. Alors ça c'est bien, la transition c'est absolument nécessaire. Je remarque juste que la transition se développe en 2 paragraphes. On a une partie de transition et puis ensuite on a un tout petit bout là, 2 lignes. Je ne vois pas pourquoi ça apparaît. Alors j'imagine bien que c'est le titre de la partie suivante, mais pourquoi ne pas la mettre avec ce qui précède, ne faire qu'un seul et même paragraphe dans lequel on a une conclusion partielle de la partie que l'on vient de développer. Et puis un système de dialectique, de réfutation de ce qui s'est passé pour regarder d'un petit peu plus près, se poser une question et annoncer le titre de la partie suivante à la fin de la transition. Pas la peine de séparer les 2 étapes. Encore une fois, tu peux avoir beaucoup de copies à corriger aussi. Plus c'est structuré de façon lisible et facile, plus ça vous donne aussi accès à une lecture agréable. Exactement. Et d'une certaine manière, exploser la dissertation en une multiplication, c'est pas vraiment le cas ici, soyons honnêtes,
mais de paragraphes, mais certains le font. Certains font la transition en 2, voire 3 paragraphes. Ouais. Bon. Et puis alors ensuite, ils passent à la partie, et il y a l'argument, et pof, on revient à la ligne, et on a le développement, et pof, on arrive, et puis on a une espèce de conclusion au paragraphe. Résultat, tout cela est très éclaté, visuellement parlant, ça n'est pas satisfaisant, on a l'impression de quelque chose qui se diffuse. Bien Quoi. sûr. Donc, C'est même non. plus difficile de savoir où il en est exactement dans sa réflexion, pas dans le cas ici de la copie, mais généralement pour les élèves qui font ça. Ben, voilà. Alors, on prend rapidement la suite. On a une deuxième partie. Cette force de juger tend-elle à se transformer en pouvoir d'imposition? En effet, Rien n'a été prouvé. en effet, premier argument, en effet. Mais on n'a rien dit avant. Ouais. Donc c'est un en effet purement décoratif. Et là encore, ça agace, en fait. Alors, si c'est la première copie, alors que le correcteur, il a quand même corrigé pendant 1 an. Bon. Mais ça peut passer à la limite. Mais quand c'est la 5e, 6e, 10e copie, là, ça passe plus du tout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne lit pas la 10e copie exactement comme la première? En réalité, si, parce que cette première lecture sert précisément à désamorcer les biais de lecture, les biais de correction. Donc, on voit si on est dans les clous. Si on n'est pas dans les clous, comme ici, le en effet en premier argument, qui n'a aucun sens logique, on se dit qu'il y a un signal de logique générale. Voilà. Et on retrouvera ça très vraisemblablement dans une dixième copie. Et même cause, mêmes effets, par-delà le bien et le mal, Nietzsche étant bien orthographié, Dieu merci, ça intervient dans la seconde partie de l'argument. Ça veut dire qu'avant, il y a eu des propos, on ne sait pas s'ils sont bons ou pas bons, mais c'était des propos qui ne s'appuyaient sur rien, en réalité. La pensée ne naît pas ex nihilo. C'est une vision un peu romantique de l'inspiration, ça. Comme quand on entend les candidats dire « Oh, j'ai pas été inspiré ». Enfin, on n'est pas des poètes chez Platon dans Lion, quoi. Enfin, l'idée, elle n'est absolument pas là. On est là pour réfléchir, penser sur la base d'œuvres que l'on a travaillées. Donc il faut solliciter les œuvres le plus rapidement possible. Ce qui précède, je ne dis pas que ce soit sans doute... Enfin, c'est sans doute intéressant. Enfin, pour le coup, je ne vais pas avoir de préjugés là-dessus. Mais pour autant, parce que ça ne s'appuie pas sur un corpus de culture générale, on sort de l'objectif qui est de faire une dissertation qui s'appuie sur des œuvres auxquelles on rende hommage. C'est ça, trouver le juste équilibre encore une fois. Et le juste équilibre consiste aussi à la philosophie, à la littérature, à la réflexion et évidemment à l'analyse de cette réflexion par les œuvres. Et je rebondis sur ton propos, puisqu'on a une deuxième partie qui se structure en effet, en outre, enfin. Ouais, donc ce sera systématiquement, bon là on se dit ça va être systématiquement la même chose, et d'ailleurs on regarde le 3 tout de suite, tout d'abord, en outre, enfin. C'est ça. Donc en plus du fait que ce ne soit pas logique, il y a une espèce de récurrence automatique qui fait que nécessairement la pensée va être automatique. Ouais, et moins authentique encore une fois. Voilà. Bon, alors je signale au passage, puisque je le vois, deuxième paragraphe, on a les animaux malades de la peste soulignés de La Fontaine. Les animaux malades de la peste, c'est un titre de poème. Donc on souligne fables, au pluriel, les fables, et que les fables, pas comme un peu trop souvent dans les copies, les fables de La Fontaine, parce que ça c'est pas un titre, ça n'existe pas. C'est comme les pensées de Pascal. Exactement, les pensées de Pascal d'un seul et même élan, allez on y va. Donc les animaux malades de la peste, il faut des guillemets, c'est la règle. De la même façon qu'en mathématiques, il y a des règles, des parenthèses, des accolades, des choses comme ça. De la même façon, en culture générale, il y a des règles, et un titre de poème, c'est entre guillemets, le titre du recueil, c'est souligné. Bon. Donc, on a ça, et enfin, le jugement n'est pas que sanctionner ou chercher un coupable, et on a surveillé et punir de Foucault, qui intervient là encore dans la deuxième partie du paragraphe. Je remarque une tendance à regarder le début de chaque paragraphe, une tendance à s'exprimer par un présent de vérité générale. En outre, puisque la force de juger n'est pas simplement discernée, il ne se réduit pas, etc. Le jugement n'est pas que sanctionné.
il faut absolument éviter l'utilisation en argument du présent de vérité générale. Oui. Des affirmations qui sont un peu péremptoires. On est là pour réfléchir ensemble, c'est-à-dire d'un côté, il y a le candidat qui a proposé quelque chose de son côté, de l'autre côté de la montagne, qui va tenter de rejoindre au sommet, si on atteint des sommets, c'est le lecteur, et donc il faut lui proposer des pistes, il faut suggérer des pistes, il ne faut absolument pas hésiter, autant que faire se peut, à modaliser. Alors on modalise, c'est-à-dire on utilise des tournures de prudence, le conditionnel, il semble que, a priori, enfin toutes ces choses, pour l'argument. Mais ensuite, quand on utilise un auteur, on a le droit d'utiliser le présent d'analyse, pour le coup, parce que ce ne sont pas des hypothèses. Si théoriquement l'analyse est fondée, sauf à dire des bêtises sur l'œuvre, on peut utiliser le présent d'analyse, ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, pour les arguments, être le plus souvent possible dans l'hypothèse. La troisième partie, même problème de construction, mais c'est logique, hein, une fois qu'on a un biais, on a un biais. On a une première partie, tout d'abord, toc, avec une référence, 12 hommes en colère, ok. Ensuite, en outre, on a l'Orestie d'Eschyle avec un L majuscule, c'est mieux pour l'Orestie d'Eschyle. Et puis, troisième argument, on a Montaigne, les essais. On n'a pas d'indication de livre, si c'est un, deux ou trois. C'est tous les essais. Quelle belle ambition d'avoir lu tous les essais. Là encore, c'est un peu lunaire, quoi. Enfin, on a... C'est ce que rappelle Montaigne dans les essais. Il montre que, encore, le jugement est faillible. J'ai envie de dire pauvre Montaigne quand même. Hein. Être réduit à cela dans une dissertation, une allusion en disant c'est faillible, sans même indiquer quelle est la partie des essais qui a été sollicitée. Pourquoi est-ce qu'il dirait cela, Montaigne voilà, le scepticisme de Montaigne, même pas évoqué, quoi. Enfin, il y a un truc... enfin, ça ne va pas en réalité. Alors, peut-être que le propos n'est pas sans intérêt, mais déjà, et c'est extrêmement important, quand on donne à lire sa copie, qui est, comme tu le disais tout à l'heure, le seul lien qui nous réunisse entre la personne qui a composé et celui qui va devoir mettre une note, ce lien-là, il doit suivre des règles qui permettent que le lien puisse se nouer, parce que sinon, il va rester dénoué du début jusqu'à la fin, précisément parce que d'un côté, et pas de l'autre, d'un côté, il n'y a pas eu les efforts demandés pour que ce lien puisse être noué. C'est ça. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de fusionner les horizons pour qu'on puisse faire un pas vers l'autre mutuellement. Il faut aussi qu'on puisse mettre les formes. Et encore une fois, ça se joue à peu de choses. Mais par exemple, des propos catégoriques comme « ce n'est jamais » ou « c'est toujours », en fait, c'est catégorique. Donc à partir de ce moment-là, comment faire un pas vers l'autre ? Tu vois, tu dis cela. Deuxième partie. Tout jugement n'est jamais véritablement neutre. Ok, ouais, si c'est jamais alors bon, si c'est jamais véritablement neutre, j'espère qu'après on va pas dire le contraire. J'espère que la question c'est pas juger est neutre. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je regarde juste également les arguments, le tout début, pour voir si on est dans le thème. La force de juger, théoriquement, il va y avoir un champ lexical autour de la force. Bien sûr. Il va falloir que ce soit le fil conducteur de la dissertation. Alors, je regarde. Dans un premier temps, juger est ce qui permet de distinguer et de qualifier. Oui, aucun rapport avec force. En outre, la force de juger, bon, alors déjà, la force de juger qui n'était pas appelée en premier argument, n'est pas seulement le fait de séparer, c'est aussi le fait de rapporter le cas particulier au général. On pourrait enlever la force. Ouais. Ici, et ce serait la même chose. Ouais. Ici, c'est rajouter le lien pour. Là, on met la force parce qu'il faut mettre la force. Ouais. Mais en fait, c'est complètement décoratif. Enfin, pour que juger soit une véritable force, il faut que le jugement soit formulé dans l'espace public et ne doive pas être un simple jugement privé. Là encore, on ne voit absolument pas le rapport a priori entre la force et puis ce qui est développé. Est-ce que c'est la même chose par la suite ? En effet, tout jugement n'est jamais véritablement neutre. Pas de rapport. En outre, puisque la force de juger n'est pas simplement discernée, il ne se réduit pas non plus à le rendre public. Alors là, on a
la reprise de la première partie, mais on inverse complètement, on dit la même chose et on dit le contraire, ce qui n'est vraiment pas pensé, hein, je répète. Quand on dit une chose en plus, et puis dans la deuxième partie, on fait la chose en moins, il suffit d'avoir fait un minimum de mathématiques pour savoir que plus et moins, ça fait une somme nulle, 0. Donc, résultat, on va arriver à la deuxième partie, et on se sera dit, finalement, les 2 premières parties, ça n'aura servi à rien. C'est ça. Et il y a une subtilité là-dessus entre être dans le paradoxe et être dans la contradiction. Et très souvent, si on dit oui puis non, on est dans la contradiction. Oui. Ça, c'est mauvais signe. Et cette contradiction, en réalité, puisque le sujet c'était force, annule complètement les forces. Ça ne sert à rien. On s'est jeté dans la bataille, ça n'aura servi à rien. Et tout va se jouer finalement dans cette troisième partie, qui souvent est un peu compliquée à faire, surtout quand on a fait oui, c'est une force, non, ce n'est pas une force, quoi, hein, grosso modo. Donc, troisième partie, la véritable force de juger ne se réalise-t-elle pas qu'à condition d'être réfléchie et maîtrisée? Ok. Bon, voilà, effectivement, tu vois, l'hypothèse. Est-ce que la véritable force de juger, ce ne serait pas de bien juger, voilà, c'est ça. Globalement, c'est une reformulation, mais on y est. Hein. Donc, alors, tout d'abord, la véritable force de juger se trouve lorsque l'on résiste aux pressions extérieures. Je passe les fautes d'orthographe. Là, pour le coup, on est dans le champ lexical, avec l'idée de pression extérieure. Ok. Une force qui agit sur nous, ouais. Donc là, ça fonctionne. En outre, le jugement est légitime n'est légitime que lorsqu'il remplace la violence par une justice. Ok, alors la notion de justice n'apparaissait pas dans le premier argument, la notion de violence non plus. Donc on se dit, ça sort d'où en fait, hein, voilà, parce que l'idéal, c'est que quand même, on comprenne pourquoi il y a un deuxième argument à la faveur du premier argument. C'est-à-dire qu'il faut quand même un lien. Que ça reparte de ce qui a été montré au préalable. Voilà, et troisième argument, enfin le jugement n'est pleinement fort que lorsqu'il ne se prend pas pour absolu. Bon, alors sans doute cela peut-il se comprendre par ce qui précède, mais spontanément, on ne voit pas trop. De là, alors évidemment, après, on relit la copie. Ce que l'on a fait un peu longuement parce qu'on se fait des commentaires, en fait, ça se fait très rapidement pour un correcteur. C'est les a priori alors, c'est un a priori fondé, pour le coup. C'est un a priori fondé sur les premiers éléments que donne à voir la copie, des arguments tangibles, c'est-à-dire le squelette, le fait qu'on soit dans le sujet ou pas dans le sujet, et puis ensuite la conception de l'ensemble qui fait que, est-ce qu'on a des œuvres systématiquement, est-ce qu'elles apparaissent dans le premier quart ou le premier tiers du paragraphe qui vont donner le sentiment que les œuvres vont véritablement être travaillées, analysées précisément pour construire l'argumentation. Si on n'a pas ces éléments-là, c'est mal parti. Et d'emblée, le correcteur, il est habitué à classer les copies. Il sait que, grosso modo, il va avoir 3 gros ensembles. Il va avoir les copies qui vont être à moins de 8, quoi. Enfin, 7 et moins, quand vraiment on a des copies résiduelles. Les copies qui vont être entre 8 et 12. Allez, on va peut-être monter à 13 pour la partie haute du ventre mou, quoi, ce qu'on appelle le ventre mou. Bon. Et puis, les autres copies qui vont être au-delà de 14. Et après, c'est une question d'affinage. Évidemment, ensuite, on va lire la copie, mais quelqu'un qui ne nous envoie pas des signaux positifs, parce que là, la personne semble avoir fait les choses sérieusement. C'est pas bien ficelé, mais semble avoir fait les choses malgré tout sérieusement. Mais il y en a d'autres, vraiment, enfin, honnêtement... c'est ça. Je ne vais pas utiliser d'expressions grossières, mais vraiment... On s'est fichu complètement de l'exercice, on a balancé un truc vite fait bien fait, soit de dépit, soit de mépris, peu importe, mais de dépit c'est gênant. C'est le jour ou jamais où il faut faire quelque chose. Donc on ne va pas à un concours en disant c'est fichu d'avance. À ce moment-là, ça sert même pas, ça sert à rien de venir là. Donc on va se présenter et on va dire mais on va tout donner, c'est mon jour, c'est le moment. Voilà. Donc et on va faire le truc très très bien. Si on envoie des signaux négatifs, très rapidement on va être classé dans un des groupes. La lecture un peu plus attentive va permettre de trouver la bonne notation. Exactement. Mais une copie qui véritablement enverrait trop de signaux négatifs s'expose au risque d'être survolée et pas complètement
corriger, parce que ces signes-là ne trompent pas. Exact. Ça ne trompe pas. C'est ce sur quoi j'allais rebondir, c'est que généralement ces signaux-là se confirment quand on lit les copies entièrement, quand on approfondit. Généralement, c'est très rare d'avoir finalement une contre-analyse et qu'on se dise, waouh, finalement c'était incroyable. Et c'est pareil, une introduction qui ne va pas dans la spécificité du sujet a rarement un très bon développement, parce qu'en fait les bases n'ont pas été posées. D'ailleurs, à partir d'une intro et d'une conclusion, on sait d'où on part, on sait où on arrive. Oui, on sait d'où on part, on sait où on arrive, c'est vraiment une indication très forte. De là à dire qu'on sait quelle note on va mettre, ce serait faux. Évidemment, on n'en est pas là. Mais on a déjà des indications fortes, et ces indications, en fait, soyons très, 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 très honnêtes, la suite de la lecture va tenter de voir si elles vont être confirmées ou infirmées. Mais ce sont des moments extrêmement importants. C'est exactement comme quand on rencontre une personne pour la première fois. Est-ce que ça match? Auquel cas, la suite de la discussion, on va plutôt voir pourquoi ça match, ou alors peut-être mon impression première a été peut-être pas la bonne. Bon, et si ça ne matche pas, cette impression-là, il est très difficile de s'en départir. Et même si on va être attentif et on va découvrir sans doute des qualités qu'on ne soupçonnait pas a priori au premier abord dans la discussion, on sait que on n'y passera pas plus de temps que ça. C'est ça, elles permettront juste de réadapter un petit peu la note, mais au fond, c'est rarement trompeur, comme on dit. Oui, l'affaire est faite. Mais en tout cas, je tenais vraiment à te remercier, parce que c'est pas un exercice simple, encore une fois. Tu découvres la copie. Surtout quand on découvre une copie, mais en même temps, pour moi, c'était intéressant. Mais c'est authentique, en tout cas. On retombe sur, encore une fois, l'authenticité. Voilà, c'est exactement ce qui se passe pour nous au moment où on corrige, et pendant l'année et le jour du concours. Et c'est extrêmement important que les étudiants peut-être se rendent compte de cela, le voir en direct. Exactement, et donc ça permet aussi, encore une fois, de voir ce qui se produit. Encore une fois, on a vraiment accentué le temps dessus, et c'est pour ça que la vidéo est plus longue. Généralement, c'est plutôt beaucoup plus rapide quand on copie seul, mais il faut aussi expliquer la démarche. Et en tout cas, je tenais vraiment à te remercier pour ça. Avec plaisir. Hyper intéressant. Merci beaucoup.